La ligne droite, c'est avec Xavier Aimant, écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre, rédacteur en chef de la revue Éléments, et Tout à pas fait. encore rédacteur en chef de Radio Courtoisie, mais Pas voilà. encore, mais j'y travaille en coulisses. Hein. Alors, Xavier Aimant, bonjour. Vous allez nous parler de François Bayrou et de la manière qu'il a d'utiliser à la fois la peur et la haine pour gouverner ce pays. Tout à fait. En fait, à la veille de son quasi certain départ en pré-retraite, et dans la série Quand l'hôpital se moque de la charité, je voulais en effet revenir sur la saillie de François Bayrou envers les boomers, qu'il accuse d'avoir excessivement profité et de manquer de solidarité avec les nouvelles générations. Alors il est vrai qu'ils sont parfois assez agaçants, ces fameux boomers. En tout cas, ceux qu'on nous montre à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Comme par exemple cette brave dame emperlousée, interrogée à la sortie du Bon Marché, et qui, bien installée dans sa confortable retraite, explique sans gêne qu'elle est tout à fait favorable à la suppression d'un ou deux jours fériés. C'est sûr, ce genre de comportement peut légitimement un peu irriter. Mais comme toujours, méfions-nous du miroir grossissant et déformant des médias et des réseaux sociaux. Car dans leur grande majorité, les fameux boomers sont simplement des gens qui ont travaillé toute leur vie, dans un contexte certes relativement favorable, et qui depuis bénéficient de leur retraite honnêtement gagnée. Rien de choquant ou de scandaleux là-dedans, et ce n'est en effet pas parce que nos propres retraites s'annoncent ridicules, voire misérables, si tant est que nous en ayons, qu'il faut pointer du doigt et faire des reproches à ceux qui en ont simplement de corrects et honorables. On devrait en effet plutôt s'interroger sur les vrais responsables de cette dégradation, de ce déclin, de cette débandade. Et c'est d'ailleurs bien sûr pour éviter ce questionnement sur les vrais coupables que François Bayrou a lâché cette petite attaque qui en réalité fait partie d'une stratégie politique de communication largement utilisée depuis plusieurs décennies. Cette stratégie consiste à opposer les Français entre eux, à monter une catégorie de la population contre une autre, à nourrir les ressentiments des uns et les jalousies des autres, et ainsi désigner des boucs émissaires faciles qui détournent le mécontentement populaire des véritables responsables. Alors aujourd'hui, ce sont les boomers. Hier, et sans doute à nouveau demain, c'étaient les fonctionnaires. Ah, la fameuse opposition entre la fonction publique et le privé. D'un côté, un ramassis de feignasses à la fois inutiles, veules et incapables, se gobergeant de multiples avantages et privilèges. De l'autre, une armée de travailleurs passionnés, efficaces, dévoués, sérieux, ne comptant pas leurs heures ni leurs sacrifices. Regarde, cher travailleur du privé, celui qui te vole, celui qui te spolie, qui suce le sang de ton travail, ce n'est pas l'immigré clandestin, nourri, logé et soigné gratuitement. Ce n'est pas plus l'actionnaire avide de dividendes toujours plus délirantes. Ce n'est pas non plus ce politicien véreux, ni cet évadé fiscal. Non, le coupable, c'est ce salaud de prof de maths, toujours en congé de maladie, et cette ordure de postier qui cumule les RTT. Imagine cette fonctionnaire qui peut quitter le bureau à 16h30 ou 17h et aller chercher ses enfants à l'école. Quelle honte, n'est-ce pas? Quel scandale! Il est indispensable de faire en sorte qu'elle sorte du travail à 19h30 ou 20h et qu'elle confie, comme tout le monde, ses enfants à une nounou philippine ou haïtienne. Et cet autre fonctionnaire qui se lève le matin sans l'angoisse de perdre son boulot dans la journée en fonction des aléas de la bourse et des exigences du marché. Quelle ignominie! Quelle injustice! Jusqu'à quand accepterons-nous qu'ils vivent sans nœud au ventre et sans antidépresseurs? Car le but, voyez-vous, c'est que nous soyons tous égaux. Égaux dans la précarité, dans le moins-disant social, dans l'instabilité, la soumission et l'exploitation. Je caricature à peine. Car il y a une chose très importante qu'il faut garder à l'esprit. C'est ce qui est enlevé, arraché parfois, aux uns, n'est nullement redistribué aux autres. Ainsi, lorsque l'on ajoute, en cas d'arrêt de maladie, un jour de carence supplémentaire aux fonctionnaires, en enlève-t-on un aux salariés du privé? Évidemment, pas du tout. Alors où passe le bénéfice créé par l'imposition de ce jour de carence supplémentaire? Eh bien, il tombe dans le tonneau des Danaïdes des dépenses publiques inutiles, de l'aide aux migrants, des subventions aux associations LGBT, des subsides pour tel ou tel comité Théodule, des mannes offertes à des pays lointains. Bref, tout cela pour dire qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis et surtout ne pas prendre pour tels ceux qui nous sont désignés
par les cadres du désastre, les fourriers de la catastrophe. Car ce n'est ni votre mamie Hortense, qui part en croisière 2 fois par an avec son plan épargne retraite, ni votre cousin Armand, qui végète au RSA après ses études de sociologie, ni votre beau-frère André, prof dépressif en ZEP, qui sont les responsables de la crise économique dans laquelle s'enfonce tragiquement la France. Les responsables et les coupables, ce sont les hommes et femmes politiques, de droite comme de gauche, qui depuis au moins un demi-siècle se sont fait les serviteurs serviles du capitalisme prédateur et mondialisé, qui ont dilapidé le patrimoine industriel du pays, renoncé à la souveraineté, ouvert les frontières, désarmé culturellement et identitairement les Français et cédé aux diktats commerciaux américains. Donc pour conclure, laissons donc un peu tranquilles les boomers et occupons-nous plutôt des voleurs. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et voilà, il est 9h02, vous êtes sur Radio Courtoisie. Xavier Aimant, merci beaucoup pour cet éditorial. Il était absolument nécessaire de remettre l'église au milieu du village. François Bayrou fait partie de ceux qui ont ruiné la France. Comme l'a rappelé Sonia Mabrouk, lui et ses affidés ont systématiquement voté pour tous les gouvernements qui ont creusé le déficit. Lui et ses affidés ont systématiquement appelé à voter pour les pires des présidents. Et il a retenu de son long passage dans la vie politique française qu'il était nécessaire de désigner des coupables, sauf le principal coupable, la caste politique. Oui, c'est une stratégie, c'est pas le seul d'ailleurs à utiliser cette stratégie-là. Alors dans cette déclaration contre les boomers, il y a évidemment aussi, je pense, une part d'attaque contre Macron qu'il va bientôt quitter a priori, puisque les boomers sont quand même, ce qu'on appelle les boomers sont largement acquis à la cause macroniste. Oui, ce que j'ai voulu souligner dans cette petite chronique, c'est en effet cette volonté permanente de créer des boucs émissaires au sein de la population. Ça peut être les chômeurs, ça peut être parfois les gens qui sont qu'on appelle les assistés sociaux, qui sont souvent montrés du doigt comme profitant d'un système sans donner. Alors ce sont des choses dont on peut discuter, ce sont des problèmes qui sont peut-être améliorables, etc. Mais ce n'est pas évidemment le fond du problème ni la cause principale de nos difficultés, loin s'en faut. Et c'était pour ça qu'il me paraissait intéressant de revenir sur ce sujet, parce que on entend trop de choses de ce genre qui font que les Français ne s'aiment pas beaucoup, les Français se jalousent. C'est assez curieux, parce que par exemple on voit... C'est une vraie valeur républicaine, la jalousie. Oui, malheureusement, mais on voit, c'est vrai assez fréquemment, on entend parler de ces fortunes gigantesques qui s'amassent, qui sont quand même de plus en plus indécentes et délirantes, et on a l'impression que ça ne révolte pas tellement les Français, parce que c'est trop lointain. On parle de milliards, de gens qui accumulent des milliards, on ne se rend même pas compte de exactement ce que ça représente. Par contre, si son voisin achète une nouvelle voiture alors qu'il a été fonctionnaire et qu'on l'a vu faire la grève la semaine dernière, on va avoir un ressentiment extrêmement vif envers cette personne, parce que c'est notre voisin et que c'est plus facile, entre guillemets, de le jalouser et le pointer du doigt que de chercher à comprendre les mécanismes, on va dire, économiques et politiques qui nous ont menés au bord de ce gouffre. Et il y a d'ailleurs chez Bayrou ce côté mesquin que vous soulignez, c'est-à-dire la France a plus de 3 000 milliards de dettes, supprimons 2 jours fériés, donc ok, ou la France a plus de 3 000 milliards de dettes qu'elle va léguer à ses enfants, dit l'homme de Bétarame, faisons en sorte de réduire un peu les allocations handicapés. Et il paraît qu'il y a 8 000 milliards d'euros d'avoirs français dans les paradis fiscaux à l'étranger. Oui, alors ça. Et là, il n'en parle pas. Ça, en effet, d'ailleurs, personne n'en parle. On parle beaucoup, et notamment à droite. À droite, on peut faire parler de la fraude sociale que de la fraude fiscale. C'est quand même un vieil atavisme de droite. Alors, en même temps, le fait que frauder le fisc avec 60% de prélèvements obligatoires, on comprend que ce soit tentant. Oui, mais c'est un peu les rats qui quittent le navire quand même et qui abandonnent ceux qui n'ont pas les moyens de faire ce genre d'opération. Non, je pense que c'est difficile de défendre l'évasion fiscale, même si en effet on a une pression qui est très importante. Mais c'est vrai que je regardais les chiffres. Alors, évidemment, comme ce sont des pratiques interdites, les estimations sont pas forcément extrêmement précises, mais grosso modo, la plupart des observateurs s'accordent quand même à dire que l'évasion fiscale représenterait à minima 80 milliards d'euros par an. Oui, par an. Donc c'est quand même considérable. Si on réglait ce problème, on pourrait quand même en régler deux ou trois autres. Donc c'est en effet, ça montre que
essayer de nous expliquer que ce sont les retraites, nos retraites, notre système social qui est la cause des déficits et de la dette, c'est évidemment totalement faux. Le but de tout ça, c'est évidemment de casser les derniers vestiges du modèle social français, de privatiser les retraites, de créer un nouveau marché, d'encore donner des gages au capitalisme mondialisé. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors, cela dit, la retraite par capitalisation, c'est pas non plus une idée absolument aberrante. D'ailleurs, l'État a soigneusement pourvu à ce qu'elle existe pour les fonctionnaires. Non, mais je suis bien d'accord, et c'est un débat qui doit être ouvert, et on pourrait laisser le choix aux gens de choisir éventuellement leur système de retraite. Mais ce que moi je dis, c'est que il faut arrêter de faire une fixation sur ces retraites. On aurait tout à fait les moyens de les financer, même sans rien toucher au système actuel, si on arrêtait de dépenser de l'argent n'importe comment. Ce que les libéraux... L'éléphant qui est dans la pièce, outre l'évasion fiscale, il y a la fraude fiscale qui est le petit truc qu'on fait là pour essayer de gratter 10-200 euros. L'évasion fiscale, ça aboutit à ce qui est donc 80 milliards qui partent chaque année à l'étranger, 8 000 milliards cumulés sur plusieurs années. Et ça, c'est l'un des éléphants. L'autre éléphant dans la pièce dont ne parle pas, et que vous avez évoqué dans votre chronique, et dont ne parle pas le camarade Bayrou, c'est le coût de l'immigration. C'est l'immigration. Et le troisième porcelet dans la pièce, c'est, vous l'avez évoqué aussi, et c'est l'un des combats de Sarah Knafo, c'est la manière aberrante dont on donne de l'argent à l'étranger alors qu'on ne le donne pas aux Français. Ah bah oui, ça c'est quand même totalement aberrant. À une époque où on nous explique que les caisses sont vides, et ben dans ce cas-là, on se concentre sur son peuple, on se concentre sur son pays, on arrête d'arroser la planète entière. Surtout avec des programmes parfois totalement délirants comme l'aide à l'intégration des femmes trans au Sud-Soudan, enfin j'exagère à peine. Et ça c'est à chaque fois des centaines de milliers d'euros, voire des millions qui partent. Et on va nous expliquer que par contre, on va arrêter de rembourser certains médicaments ou, comme je l'ai découvert, on va supprimer quelque chose qui était très utile pour notamment les libraires et les gens qui font des journaux. On a supprimé le tarif spécial qui était accordé justement aux gens qui voulaient envoyer de la presse ou des livres à l'étranger. C'était une loi qui avait été faite pour favoriser le rayonnement de la culture de la culture française à l'étranger, et donc qui permettait d'avoir un tarif très bas pour envoyer des livres ou des journaux. Moi, j'ai utilisé parce que je me suis occupé de pas mal de petits fanzines. Et maintenant, ça, je viens de découvrir que ça a été supprimé pour une recette, pour un gain de 40 millions d'euros. C'est-à-dire quelque chose de totalement dérisoire. C'est-à-dire que c'est sûr que 40 millions rapportent à 3 000 milliards. On va rogner sur des choses comme ça qui sont dérisoires, et on va passer à côté des dépenses les plus importantes, et en effet notamment le coût délirant de l'immigration, avec toutes les conséquences qu'elle peut avoir. Donc c'est vraiment une forfaiture en fait. C'est scandaleux de supprimer des soins, de dire aux gens qu'ils ne vont devoir travailler encore plus longtemps. L'AME. Et supprimer les soins pour les gens qui payent et conserver l'AME pour ceux qui ne payent pas et qui n'ont jamais cotisé. Enfin, voilà, on marche totalement sur la tête. Je dis pas qu'il n'y a évidemment pas de problème, mais la France reste un pays riche, de l'argent, comme on dit, comme on le voit notamment quand on regarde les questions d'évasion fiscale, il y en a. C'est surtout les politiques qui sont totalement déficientes. On voit aussi, par exemple, tous ces GAFAM, tous ces grands groupes qui ne payent pas d'impôts en France, qui, grâce à des montages financiers, parviennent à payer quasiment zéro impôt sur les sociétés dans notre pays. Ça, c'est des vrais dossiers auxquels on devrait s'attaquer, plutôt qu'essayer toujours de faire les poches des classes moyennes et des classes populaires françaises. En fait, l'État français fait les poches de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer les juristes pour échapper à l'État. Voilà, d'une part, ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir en effet ces juristes, ceux qui sont obligés de travailler, qui peuvent pas non plus se mettre en grève tous les 4 matins, ceux qui n'ont pas forcément en effet un accès aux médias très très important pour porter leurs revendications. C'est d'ailleurs pour ça que le mécontentement va s'exprimer sous d'autres formes. On voit que la rentrée sociale risque d'être un peu agitée, avec notamment le mouvement du 10 septembre de blocage, mais aussi des appels à la grève du côté des syndicats, parce que en effet, je pense qu'il y a un ras-le-bol de plus en plus important
dans ces classes qui sont les vaches à lait du pouvoir, et qui en plus sont méprisées. C'est-à-dire qu'on leur demande de payer, en plus de se taire, en plus de subir. Ça commence à faire beaucoup. Et après de s'excuser, d'ailleurs, généralement. Il y a cet antagonisme facile, cette manière de désigner le coupable. Alors évidemment, la gauche explique qu'on désigne toujours l'immigré alors que l'immigré n'est coupable de rien. On se rend compte que l'immigré est quand même plus représenté dans les prisons que le français de souche. On se rend compte que l'immigré a des comportements asociaux plus fréquents que ceux des français de souche. On se rend compte que l'immigration coûte horriblement cher, que l'immigration de deuxième génération comporte beaucoup plus d'assistés que les immigrants de première génération, que les immigrés sont surreprésentés dans les logements sociaux par rapport aux Français de souche. Donc malgré tout, on commence à se dire qu'il y a une grosse... c'est même plus un éléphant, c'est un petit troupeau qui est en train de gambader dans la chambre de bonne. Il y a chez certains l'idée de dire oui, mais les immigrés sont nécessaires parce qu'ils prennent les travaux dont les Français ne veulent pas. Et notamment, c'est le discours de Thierry Marx, donc qui représente l'hôtellerie-restauration, et il faudrait absolument régulariser 200 000 immigrés parce que sinon la France est à l'arrêt. Alors ça, c'est un vrai problème. Il exige même il demande qu'on construise des HLM spéciales immigrés pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est une question qui est vraiment prégnante à l'heure actuelle. On en entend beaucoup parler, pas seulement en France. Hein. Je pense aussi à l'Italie qui a annoncé qu'elle allait faire venir 450 000 travailleurs immigrés pour justement répondre aux demandes du patronat. C'est un vrai problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin de main-d'œuvre et qu'on ne la trouve pas parmi les Français de souche? Oui, c'est vrai. Incontestablement. Est-ce que la solution, c'est de faire venir des gens comme si on prend des esclaves un peu à droite à gauche et on les ramène en France? Parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'immigration choisie, c'est ça. C'est en fait, l'esclavage moderne. On pense que les individus sont déracinables à volonté en fonction des besoins de l'économie. Soit on cherche des solutions alternatives. Mais les solutions alternatives, il faut reconnaître qu'elles sont complexes. Parce que le discours qui est de dire oui, il faut relancer la natalité plutôt que faire de l'immigration, bien sûr, mais on relance pas. Déjà, relancer la natalité, c'est compliqué. On a bien vu que les pays qui essayent ou qui ont essayé de le faire, ça fonctionne pas forcément puis très surtout, bien. Ça fonctionne pas. Il faut 25 ans. Et puis ça quoi. prend du temps. Et si on arrive à relancer la natalité, les conséquences sur le marché du travail, elles seront en effet dans 25-30 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces 30 ans? Moi, la seule solution que je vois, c'est de changer notre mode de vie et notre système économique. En effet, si on veut continuer pendant ces 30 ans à avoir des livreurs Uber en bas de chez nous, à avoir des McDo dans tous les coins et avoir tous besoin de ce personnel non qualifié à notre service, en effet, on ne peut pas faire sans l'immigration. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si on ne change pas notre système économique, notre rapport à la consommation, etc., dans les années à venir, le patronat ne peut pas faire sans l'immigration. Donc, il faut changer le paradigme économique. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui vouloir combattre l'immigration tout en défendant le système économique et notre mode de vie tel qu'il est actuellement. Pour moi, c'est incompatible. Donc à un moment, il faut faire un choix. Il faut accepter qu'on va avoir peut-être un temps de décroissance économique qui sera nécessaire. Oui, alors il n'y a pas assez de gens dans les restaurants. Plutôt que faire venir, oui, il va y avoir des fermetures de restaurants. Et c'est triste, c'est des drames pour certaines personnes, mais il va falloir l'admettre, à mon avis, si on veut tenir le temps justement de refaire des générations qui voudront travailler, etc., etc. Mais si on laisse rentrer encore aujourd'hui des gens pour répondre aux exigences du patronat, on sera mort dans 30 ans, donc le problème sera réglé. Alors, il y a aussi peut-être le fait de décourager l'oisiveté. Oui, ça peut être... Parce que l'un des choix qui se pose aujourd'hui aux gens qui ont entre 20 et 30 ans, c'est l'arbitrage entre ce que leur rapporte une oisiveté subie ou choisie avec les minima sociaux et ce que leur rapporte un travail avec les contraintes que cela suppose, car tout le monde n'a pas un travail aussi épatant que rédacteur en chef de Libre Arbitre ou directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Voilà.
Non, mais c'est bien sûr une question qu'il faut creuser. Il faudrait aussi penser au salaire, hein, parce que en effet, si on paye mieux les gens, peut-être que c'est incitatif. Parce que à la droite, on a toujours tendance à penser, oui, pour inciter les gens à travailler, on va leur supprimer les aides sociales, le RSA, etc. Et ils vont se mettre à travailler. On peut voir aussi ça de façon plus positive, en disant, il faut chercher à rendre les métiers plus attractifs et mieux payés aussi, et mieux payés, parce que et en diminuant les cotisations sociales. Notamment. Mais sans faire de cadeaux aux Qataris, par exemple. Parce qu'on file les Qataris, on les exempte d'impôts, mais par contre, les patrons français et les salariés français, on les matraque. Et notamment les petits patrons et les patrons de PME, les artisans, etc., qui sont, eux, en effet, totalement matraqués, tandis que les patrons du CAC 40, eux, arrivent toujours à obtenir des aides, des subventions. Il faut quand même aussi garder à l'esprit que, vous savez, quand on parle de la différence entre privé et public, elle est quand même... pas toujours très nette, parce que l'État finance quand même énormément les entreprises aussi, hein. Il y a 200 milliards apparemment, selon les derniers chiffres d'une commission d'enquête parlementaire, d'argent public qui sont versés chaque année aux entreprises, et notamment aux grandes entreprises, à titre de soutien, d'exonération fiscale, etc., etc. Donc, en effet, on pourrait jouer là-dessus. En récupérant notamment l'argent de l'évasion fiscale, on pourrait financer une baisse des charges patronales, parce qu'il faut en effet que les métiers soient plus incitatifs. Parce que dire que les Français sont des feignasses et ne veulent pas travailler, je pense que c'est faux, en fait. Mais en effet, aujourd'hui, on ne veut pas travailler pour rien. On ne veut pas travailler pour rien. Si votre salaire ne vous permet pas d'avoir un logement décent, de pouvoir fonder une famille, etc., en effet, les gens se posent la question de savoir à quoi ça rime. Donc la question des salaires, elle est à mon avis absolument centrale, parce que je pense qu'il y a encore plein de jeunes dont le but n'est pas quand même de rester toute la journée devant Netflix ou à jouer à la PlayStation en fumant des joints. Donc Maëlys Loisel, vous qui n'êtes pas du genre à... Non, pas du rester tout. devant Netflix, en tout cas. Non, ce n'est pas du tout mon genre. Je préfère travailler sur Radio Courtoisie. Non, mais effectivement, pour rebondir sur ce que vous avez énoncé, Xavier Aimant, effectivement, les salaires, c'est carrément la chose centrale finalement qui détermine si un individu va aller travailler dans un endroit ou non. C'est facile de dire qu'on a besoin de main-d'œuvre issue d'immigrés pour je ne sais quoi faire, par exemple le service dans les restaurants, puisqu'il est vrai que lorsqu'on observe les restaurants parisiens, on voit souvent des cuisines qui sont plus ou moins remplies d'immigrés. Mais pourquoi ces immigrés sont là ? C'est parce que finalement, c'est les seuls qui acceptent de travailler allègrement pour un salaire misérable. C'est surtout ça la réalité. Donc c'est toujours très facile d'accuser les Français, alors que les Français, accessoirement, surtout les jeunes actifs, les Nicolas Quipet, etc., ont des charges assez importantes à payer tous les mois. Donc il faut aussi un salaire décent pour pouvoir survivre, si j'ose dire, dans une société ou surtout dans un pays là où les prix augmentent allègrement tous les jours. D'ailleurs, on parle de Paris, mais quand on est en province, quand on est à Tourcoing, oui. Quand on est à Villeneuve-sur-Lot, il n'y a pas tant d'immigrés que ça dans les cafés-restaurants, il n'y a pas tant d'immigrés que ça dans les métiers des services à la personne. Enfin, on voit bien en fait que il y a un problème métropolitain, au sens, pas la métropole, le territoire ancré à l'Europe, mais métropole au sens Paris, Lyon, Marseille. Les grandes métropoles, effectivement, ont besoin d'un flux d'immigrés constant pour un certain nombre de travaux, mais les Français réussissent parfaitement à travailler dans des métiers dont, prétendument, les promoteurs de l'immigration expliquent qu'ils n'en veulent pas. Oui, je pense qu'il y a une grande inégalité géographique sur ces questions-là, mais la tendance est quand même au manque de personnel. On le voit notamment dans les stations balnéaires. Les étés, ils ont du mal à trouver du personnel. Donc je pense quand même que c'est une tendance un peu générale, même si elle est évidemment beaucoup plus marquée dans les grandes villes où tout est décuplé. Mais c'est aussi parce qu'il y a une densité. Le nombre de restaurants à Paris est quand même peut-être excessif. C'est toujours. Moi, évidemment, je souhaite à personne de devoir fermer son magasin ou son restaurant, mais peut-être qu'il y a aussi eu trop d'ouverture, que les gens ont moins d'argent, donc ils sortent moins. Les gens ont changé d'habitude aussi beaucoup après la crise du Covid. Il y a ce phénomène que moi je trouve totalement délirant de livraison de nourriture à domicile.
qui semble être devenue une habitude générale, en tout cas des populations urbaines. Donc évidemment, et quand l'offre quand la demande baisse, l'offre doit s'adapter. Il faudrait aussi se poser des questions sur la qualité de ce qui est offert dans les restaurants par rapport aux prix qui sont pratiqués. Donc il y a plusieurs causes. Mais en tout cas, ce qui me paraît, moi, fondamental, c'est de se dire que, en effet, si on veut lutter efficacement contre l'immigration, il faut être prêt à faire des efforts importants dans notre mode de vie. Penser que rien ne va bouger, qu'on va pouvoir continuer à vivre comme on est en profitant de tous ces services peu chers, etc., tout en bloquant l'immigration, je pense que c'est très, très utopiste. C'est pour ça que, pour moi, la lutte contre l'immigration a comme préalable la sortie du modèle productiviste, consumériste, capitaliste. Et je ne vois pas de solution en dehors de cette révolution assez radicale, mais qui me paraît indispensable si on veut revenir à une sorte d'autonomie, de souveraineté nationale. Et comment en sortir selon vous ? Déjà, par le changement de nos habitudes, par la décroissance. Moi, je pense qu'il faut qu'on décroisse, qu'on apprenne à consommer moins, à consommer mieux. C'est d'ailleurs Moscovici, vous l'avez remarqué, a décidé de baisser le taux d'épargne du livret A en expliquant que les Français épargnaient trop et ne consommaient pas assez. Ah oui, mais ça c'est avant qu'ils prennent directement d'ailleurs sur les comptes, qui sera peut-être la prochaine étape. Mais oui, évidemment, mais ça c'est la logique capitaliste. Toujours plus de consommation, toujours plus de production. Je pense qu'il faut rompre avec ça, qu'il faut revenir au sens de la mesure, il faut revenir au sens d'une sorte de frugalité volontaire, se débarrasser d'un certain nombre de gadgets qui ne servent à rien, pour, à côté de ça, consommer mieux, par exemple consommer des produits locaux, avec notamment une fiscalité qui devrait être incitative. On pourrait penser, plus les aliments ou plus les produits sont produits à proximité, moins ils sont taxés. Il pourrait y avoir ce genre de choses, mais moi je pense vraiment que le député Bonnel, qui est chargé par Emmanuel Macron de conduire la mission France 2030, a expliqué que le localisme était un nationalisme et donc était à bannir. Le localisme est un nationalisme, donc il est à encourager. Je pense vraiment que c'est vers cette voie qu'il faut se tourner, en tout cas pour le moment, dans la période dans laquelle nous sommes, qui est une période en effet de crise et un peu de resserrement. Sinon, on aura toujours... Si on ouvre toujours plus les marchés, si on fait toujours plus de mondialisation, on aura toujours besoin de plus d'immigration, et ça, on n'en sortira pas. Xavier Aimant, un dernier mot, le Mercosur. Le Mercosur, c'est la démonstration de tout ça. C'est-à-dire c'est un traité totalement aberrant où les intérêts de la France ont été complètement mis de côté, qui vont faire qu'on va importer des produits toxiques, des produits qui sont élevés, qui sont gonflés aux hormones, alors que nos propres paysans, eux, doivent respecter, et c'est très bien d'ailleurs, des cahiers des charges très lourds, mais on va les mettre en concurrence avec des gens qui font à peu près ce qu'ils veulent. C'est toute l'aberration du monde, de la mondialisation, c'est toute l'aberration du libre-échange. Et c'est avec ça qu'il est impératif de rompre si l'on veut pouvoir reprendre notre destin en main, et notamment d'un point de vue économique et d'autonomie nationale. Cette autonomie nationale, elle repose sur un pari qu'on est capable il nous reste 37 secondes, on est capable de faire la révolution par la base, c'est-à-dire en asséchant l'État. Moi, je le crois. Je ne vois que celle-là, d'ailleurs, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience individuelle et qui va forcer l'État à s'adapter à ce que l'on va lui imposer à la base, et notamment par notre consommation ou par notre non-consommation. Vous en parlez dans le prochain numéro d'Éléments, avec un peu de chance ? Nous en parlons régulièrement, c'est un thème récurrent dans Éléments, et d'ailleurs le prochain numéro d'Éléments qui va sortir le numéro de rentrée à la fin du mois. Voilà, eh bien merci beaucoup Xavier Aimant, et à très bientôt sur Radio Courtoisie. À bientôt.